Bonjour à tous, j'espère que vous avez apprécié le déjeuner. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut pour vous maintenir éveillé après cette digestion. On va parler d'API, on va parler de scalabilité et on va parler d'autres disponibilités. Je m'appelle Sylvain, j'ai travaillé dans l'industrie de la recherche depuis les 12 dernières années et aujourd'hui, je suis le VP Engineering à Algolia. Algolia, c'est une startup de 350 personnes et je lead au sein de cette startup une équipe engineering d'une centaine de personnes. Avant tout, je suis un ingénieur, j'ai fait beaucoup de développement dans ma carrière, et aujourd'hui, même si j'ai un rôle plus exécutif et de leadership, je reste avant tout très proche de la technique. Ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est un retour d'expérience sur ce qu'on a vu à Algolia pour scaler un business autour d'une API, en commençant d'un iPhone et en déployant aujourd'hui notre API de recherche sur plus de 2000 serveurs, au sein de 17 régions dans le monde et une cinquantaine de data centers. Le mois dernier, cette même API de recherche a processé 70 milliards de recherches dans le mois. Si vous prenez le mois et vous le divisez en secondes, ça fait une moyenne de 26 000 recherches toutes les secondes qui sont processées par Algolia. Avant de vous parler de cette journée et de vous expliquer à quel point on a vu toutes les problématiques que ça pouvait engendrer. Il faut que je vous donne un peu de contexte. Pour les gens qui ne connaissent pas Algolia, sachez qu'on est un moteur de recherche as a service. Ce qu'on propose, c'est une API qui permet aux développeurs d'intégrer notre technologie à l'intérieur de leur site web ou de leur application mobile afin de fournir une expérience de recherche à leurs utilisateurs. C'est vrai qu'on a tendance à réfléchir et penser à Google quand on parle d'un moteur de recherche. Nous, ce qu'on fournit, c'est vraiment la brique technologique qui permet d'implémenter cette fonctionnalité de recherche à l'intérieur des sites web ou des applications mobiles. Vous ne nous avez probablement jamais vu, et c'est normal, on est caché derrière. Mais si vous utilisez des sites comme Lacoste, comme Twitch, comme Stripe, vous avez probablement un jour ou l'autre utilisé leur barre de recherche et vous avez finalement utilisé Algolia. Algolia, c'est bien plus qu'une API. Même si on est avant tout un outil pour les développeurs, on fournit également un certain nombre de services autour de cette API pour permettre à tout le monde d'avoir une bonne compréhension de l'impact de la recherche sur le business, avoir du support, avoir du succès. Il faut aussi que je vous parle un peu de ce que c'est un moteur de recherche, parce qu'on va parler de ça pendant les 40 prochaines minutes. C'est super important que tout le monde comprenne bien ce qu'il se cache derrière un moteur de recherche. Et il y a deux parties très importantes dans un moteur de recherche, la partie indexation et la partie search. Quand on parle d'indexation, c'est cette capacité à aller stocker les objets dans lesquels on veut chercher de manière très optimisée pour que, ensuite, au niveau de la recherche, on soit capable de très rapidement remonter les objets qui matchent une query utilisateur de la manière la plus pertinente possible. Il faut savoir que quand Algolia a démarré en 2012, ce n'était pas du tout une API. Ce que notre CTO a voulu faire à l'époque, c'était un composant logiciel, un SDK, qui allait être vendu à des développeurs d'applications mobiles pour implémenter un moteur de recherche sur le téléphone sans connexion Internet. Donc c'était vraiment le challenge d'implémenter un petit moteur de recherche au sein de l'application mobile. Il s'avère que pour tourner, rappelez-vous, on est en 2012, sur les plus low cost des Android de l'époque, sans avoir de RAM, sans avoir de CPU, il a fallu implémenter ce moteur de recherche à la milliseconde. Il a fallu vraiment optimiser toute l'implémentation pour être capable de tourner sur ces petites machines. Et donc l'intégralité de la recherche, l'intégralité de l'indexation était faite sur petit device. Il s'avère que si certains sont dans le business du mobile, ils l'ont peut-être remarqué, c'est assez compliqué de scaler un business en vendant ce petit composant logiciel à des développeurs d'applications mobiles. Et donc ce qu'on a fait en 2013, c'est qu'on a pivoté et on a fait de notre startup une API, un moteur de recherche hébergé sur le cloud, qui permet encore aux applications mobiles, mais avec une connexion Internet, ou au site web, ou à n'importe quel device connecté, une montre ou une télé connectée, d'utiliser notre API de recherche et d'implémenter la fonctionnalité de recherche dans leur application. On avait un unfair advantage à cette époque, c'est qu'on a pris cette technologie qu'on avait designée pour le téléphone mobile, qui pouvait tourner sans mémoire et sans vitesse de calcul,
et on l'a packagé au sein d'un serveur. Et si vous avez déjà joué avec des technologies de recherche, et ce n'est pas une coïncidence qu'il y a si peu de sites et d'applications mobiles qui arrivent à vraiment faire une belle expérience de recherche, c'est quelque chose de compliqué. C'est quelque chose de techniquement très complexe. Ça a besoin d'énormément de ressources hardware, et pour pouvoir donner les meilleures performances à nos utilisateurs, on a fait le choix à l'époque de tourner sur ce genre de machines, avec énormément de RAM et des gros CPU. Ce n'est pas forcément les machines typiques qu'on a l'habitude de trouver sur le cloud. Et alors qu'on aurait pu aller chez un AWS, chez un GCP pour avoir des machines virtualisées, on a fait ce choix d'aller sur des machines physiques. Donc aujourd'hui, Algolia, quand je vous parlais des 2000 machines, c'est vraiment des machines physiques qu'on loue ou qu'on achète et qu'on va héberger dans des data centers afin de faire tourner ce moteur. Le but, c'était vraiment de tirer le maximum de performance du hardware. Il s'avère qu'à cette époque-là, c'était tout sauf hautement disponible. Et j'ai envie de vous expliquer quelles ont été toutes les étapes qui nous ont permis aujourd'hui d'arriver à cette API qui est à la fois hautement disponible et distribuée mondialement. Juste pour qu'on soit sûr qu'on parle de la même chose, quand je parle de haute disponibilité, je parle de la capacité d'un système à être toujours up, sur une durée longue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a vraiment besoin de s'assurer que la fonctionnalité de recherche n'est jamais en erreur. Ça, c'est super important. Vous imaginez bien, et je vais citer quelques exemples tout à l'heure, qu'une certaine quantité de nos utilisateurs et de nos clients sont des sites e-commerce. Et on se rend compte assez facilement de la criticité de la barre de recherche dans un site e-commerce. Un moteur de recherche à l'intérieur du site e-commerce qui ne marche pas, c'est évidemment du business qui est impacté. Donc pour nous, en tant que fournisseurs de technologies qui permet à nos clients de rendre leurs données accessibles, il était super important d'atteindre ce niveau de haute disponibilité. Je ne sais pas si beaucoup de personnes de la salle ont vu Mad Max, mais quand je repense à cette journée qui nous a amené de cet iPhone jusqu'à notre API aujourd'hui, ça m'a fait un peu penser à ce film. Cet environnement un peu hostile où il a fallu s'adapter. Et pour nous aider à traverser toutes ces étapes, je vous propose qu'on s'équipe d'une petite voiture. Vous remarquez qu'elle est déjà relativement correcte. Pourquoi elle est relativement correcte? Parce que, comme je vous avais dit, on avait une super technologie qui marchait sur téléphone mobile et on l'a packagée sur un serveur. À cette époque-là, on était conscient que ce n'était pas hautement disponible, puisque, rappelez-vous, la technologie tournait sur une machine. Et vous imaginez bien que si cette machine devait redémarrer, si cette machine avait une erreur, si cette machine était indisponible, évidemment, le service tombait. Et donc ça, c'était expected. C'était pas, on n'avait rien oublié. On savait qu'il fallait très vite équiper notre voiture de quelque chose de plus important pour pouvoir supporter cette tolérance à la panne. Et donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, OK, il nous faut plusieurs machines pour héberger notre service. Et donc on a introduit à Algolia cette notion de cluster qui permet à tous les clients d'être minimum hébergés sur 3 machines. Ces 3 machines sont des clones. Elles font toutes la même chose. Elles font toutes de l'indexation, elles font toutes du search, et elles ont toutes l'intégralité de la donnée. Mais ce qui est bien, c'est que dès lors qu'une machine est indisponible, il nous en reste 2 pour toujours répondre à la recherche. On en a aussi profité pour améliorer un peu la performance de nos machines, et là encore, on a vite atteint un peu des paliers sur le cloud, et c'est pour ça qu'on est resté du côté du bare metal, de la machine physique, pour pouvoir accéder à un prix raisonnable, merci OVH, également, à des machines avec énormément de mémoire, énormément de CPU et bien sûr énormément de disques. C'est un peu frustrant, la moteur de recherche. Ça a besoin de beaucoup de disques et de CPU à l'indexation, et ça a beaucoup besoin de mémoire et de CPU à la recherche. À partir de ce moment-là, tout se passait vraiment bien. On avait ces 3 machines, cette réplication master-master, on pouvait facilement perdre des machines, jusqu'au moment où on se rend compte, ah oui, mais si au moment où je contacte la machine qui était up, il y a une erreur, qu'est-ce que je fais? Et donc pour pallier à ça, on a introduit cette notion de Smart API Clients. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a
demander à tous nos clients de ne plus interroger notre API directement, mais de passer par un certain nombre de briques technologiques qu'on leur fournissait, qu'on a appelé chez nous API Clients, en différents langages de programmation, pour leur permettre d'y ajouter un certain nombre de logiques. Et la logique qu'on a intégrée dans ces API Clients, au-delà de pouvoir communiquer avec notre API de recherche, a été une solution de retry. C'est-à-dire que dès lors qu'une machine devait être inaccessible, cet API Client avait la connaissance que tous les clients étaient au moins hébergés sur 3 machines et donc pouvait réessayer la recherche ou l'opération d'indexation sur une des 2 autres machines. À ce moment-là, on était plutôt à l'aise, on avait ces 3 machines, on avait cette retry stratégie qui permettait de vraiment être sûr de toucher une machine qui fonctionne. Et puis on a très vite été impacté par des clients plus ou moins gros qui nous bombardaient d'opérations d'indexation. Comme je vous ai dit, l'opération d'indexation, c'est la capacité à stocker la data dans laquelle on veut chercher. Et comme je vous ai dit également, l'indexation et la recherche sont faits sur la même machine, ou sur toutes les machines d'ailleurs. Il s'avère que dans la plupart des cas, on ne veut vraiment pas que la charge que l'indexation va consommer impacte les performances de recherche. Et pour le coup, par défaut, sans rien faire de spécial, c'était ce qui se passait. Le fait d'être continuellement bombardé d'opérations d'indexation, on commençait à avoir des difficultés à répondre toujours à la même vitesse et avec la même pertinence aux recherches. Il y a un truc qu'on a directement fait, c'est essayer de comprendre sur les machines qu'est-ce qu'on pouvait changer. Et là, il y a une bonne propriété du moteur de recherche, c'est que l'opération d'indexation, c'est essentiellement des accès disques et du write. J'écris sur mon disque. Et l'opération de recherche, c'est essentiellement des accès mémoire et des opérations de read. Et donc, il y a plein de configurations qu'on a faites, mais une d'entre elles, pour les plus techniques de la salle, c'est de configurer ce qu'on appelle le I/O scheduler. Ce petit mécanisme qui, à l'intérieur d'une machine, va privilégier ou va définir qui est prioritaire. Est-ce que c'est le write ou est-ce que c'est le read? Et donc, ce qu'on a fait pour optimiser ça, par exemple, c'est de dire, OK, nous, ce qui est super important, c'est le read. Vraiment, si tu as des reads à faire, fais-les. Et si tu as des writes, attends. Si tu n'as pas le temps, tu attends. Ça fait quoi concrètement? Ça veut dire que l'indexation peut éventuellement être un peu plus lente, mais on est sûr que les recherches ne seront jamais dégradées. Et on a fait plein d'autres modifications, que ce soit dans la gestion de la mémoire avec 128 Go de RAM, ce n'est pas des choses qui sont forcément bien configurées par défaut, ou que ce soit en termes de connexion réseau. On était plutôt contents à cette époque-là. On avait ces 3 machines qui étaient bien configurées, on avait cette retry stratégie, et tout marchait plutôt bien, jusqu'à ce que les 3 machines qui étaient hébergées dans le même rack à l'intérieur du data center tombent en même temps. Ce n'est pas forcément les machines qui tombaient, c'est plus le switch réseau au-dessus du rack qui connecte toutes ces machines, ou multiples raisons qui pouvaient faire que tout le rack était inaccessible. Bien sûr, à cette époque-là, ce n'était pas quelque chose qui nous avait étonnés non plus, on s'attendait à avoir ce problème, mais il faut y penser. Et donc on a tout de suite demandé à nos providers de machines, s'il vous plaît, mettez nos machines, quand on en demande 3, dans différentes availability zones, pour être sûr que ces machines ne soient pas dépendantes du même réseau ou du même câble d'électricité. On avait donc ces 3 machines bien configurées, on avait ces retry stratégies avec les API clients, on avait les multi-availability zones, et on s'était dit, voilà, là on va être bientôt hautement disponible. Jusqu'à que le provider entier soit down. C'est-à-dire que le data center entier ou le provider entier n'est plus disponible. Et vous n'avez peut-être jamais expérimenté ça, notamment si vous avez des serveurs en Europe ou aux US, où la qualité de l'infrastructure est assez mature. Mais je peux vous assurer que si vous allez en Afrique du Sud, si vous allez au Brésil, si vous allez en Russie, c'est des choses qui arrivent. Et au Canada, ça nous est arrivé à plusieurs reprises. La dernière d'entre elles, c'était une grue qui construisait un pont et qui a touché la fibre. Le data center allait bien, mais il n'y avait plus d'Internet. Donc bien sûr, vous imaginez que ce qu'on a fait à cette époque-là, c'est de se dire, OK, on n'y arrivera pas. Avec un seul provider de machines par région, on n'arrivera pas à faire un service hautement disponible. Même s'il y a des multiples availability zones, il pourra toujours y avoir un problème. Et donc, ce qu'on a introduit, c'est un deuxième provider de data center.
dans chacune des régions dans laquelle on était, pour être sûr que ces 3 machines, elles soient toujours distribuées dans ces providers. Une machine chez l'un, 2 machines chez l'autre. On était quand même pas mal à cette époque-là. On avait ces 3 machines bien configurées, on avait cette retry strategy, on avait la multi-availability zone à l'intérieur de 2 DC providers. On était plutôt à l'aise. Jusqu'au moment où on se rend compte, mais on a de plus en plus de clients qui ont des clients partout dans le monde. Vous appelez Lacoste, vous avez des clients partout dans le monde. Et il s'avère qu'aller contacter une API de recherche, il y a une partie réseau dans tout ça. Et donc, si vous avez décidé que votre cluster de 3 machines Algolia est hébergé en Europe, vos utilisateurs japonais ou vos utilisateurs australiens, avant même de pouvoir accéder au cluster, ils vont avoir 2-3 continents et 4 océans à traverser. Je peux vous assurer que ça aussi, ce n'est pas quelque chose qui marche tout le temps. Et très souvent, que ce soit avec un câble transatlantique ou autre problème dans les montagnes, on a eu des problèmes de réseau. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est on ne peut pas continuer comme ça. Et la réalité, c'est que Internet est designé comme ça, la vitesse de la lumière est ce qu'elle est, on ne va pas arriver à accélérer ça. La seule chance qu'il nous reste, c'est d'implémenter de la réplication worldwide. Et de se dire que si je suis un business qui a des utilisateurs partout dans le monde, il faut que mon moteur de recherche soit distribué. Il faut que quand je m'appelle Lacoste, je puisse mettre un cluster Algolia en Australie et peut-être un au Japon. Ça ressemble à ça aujourd'hui, les régions dans lesquelles on est supporté. Et donc chaque client Algolia peut décider dans quelle région on veut répliquer le moteur de recherche. Ce qui est bien derrière ça, c'est qu'ensuite, les utilisateurs d'une région spécifique vont être automatiquement affectés au cluster qui est le plus proche de chez eux. Et donc les Australiens arriveront au data center de Sydney, alors que les Japonais arriveront au data center de Tokyo. Bon, à ce moment-là, on était fiers. On avait cette réplication worldwide qui était un key différenciateur par rapport à nos compétiteurs. On était sur du bare metal, des machines super configurées, plusieurs providers de data center. On était à l'aise. Jusqu'à ce qu'il arrive Black Friday. D'ailleurs, ça arrive bientôt. Moi, je commence à... Black Friday, je ne sais pas si vous avez été dans un contexte e-commerce, mais Black Friday, il faut le voir pour le croire. Nos clients, c'était 20 fois, 50 fois, 100 fois plus de trafic que d'habitude sur leur recherche. Et bien sûr, votre API, elle doit être capable de gérer ça. Elle doit être capable de gérer ces pics qui sont peut-être uniquement autour d'une certaine date, typiquement fin novembre. Ce qu'on a fait pour gérer ça, c'est qu'on a utilisé ce même principe de réplication, mais à l'intérieur d'une même région, pour faire en sorte d'avoir plus de machines que 3 pour absorber le trafic entrant. Et avec ça, on avait une scalabilité horizontale sur les recherches. Et on permet à n'importe quel client de vraiment continuer à ajouter des machines si jamais on devait avoir plus de recherches. Je me rappelle encore du premier Black Friday il y a 6 ans. C'était très compliqué Algolia. Et ce qui est encore plus frustrant, c'est que tous les ans, ça s'est empiré. Et vous seriez assez amazed par la créativité qu'ont tous ces sites e-commerce en faisant des flash sales, des discounts à telle et telle heure, des lancements, des caches à l'intérieur du site où il faut absolument chercher le plus de choses pour trouver le discount. Tous les ans, on transpire et c'est très enrichissant. Ça pourrait ressembler à ça. Si on a un site e-commerce global et qu'on a la plupart de nos clients en Europe et sur la côte est des États-Unis, on pourrait imaginer un déploiement comme ça. Bon, à cette époque-là, on était vraiment à l'aise. On s'est dit, OK, là, c'est bon, on a ces 3 machines configurées, on a la retry strategy, on a plusieurs data centers, on a tout la availability zone bien configuré, on a cette réplication worldwide et on a l'horizontal scalabilité, mais qu'est-ce qui peut vraiment nous arriver? Jusqu'à ce que notre serveur, notre provider DNS tombe. Et si vous n'êtes pas familier à ce que c'est un provider DNS, sachez que c'est le système qui va dire à votre ordinateur quelle est l'adresse IP, et donc la machine, qui se cache derrière un nom de domaine. Donc quand je veux accéder à l'API Algolia, j'utilise un nom de domaine,
et quelque chose va me dire, OK, ce que tu cherches se trouve ici, à cette adresse IP. C'est assez rare que les DNS providers tombent. C'est des technologies qui sont plutôt robustes, qui existent depuis des dizaines d'années, qui sont bien cachées, bien redondantes. Mais ce qui s'est passé là, c'est qu'ils ont eu une attaque DDoS, une cyberattaque. Et pour le coup, les hackers aussi deviennent de plus en plus créatifs, et malheureusement, il est souvent assez difficile de pallier à leurs attaques. Et donc ce qui s'est passé là, c'est que le provider DNS qu'on utilisait n'était plus en mesure de répondre à nos clients où se trouvait la machine. Et donc on avait beau avoir la meilleure infrastructure du monde, l'avoir répliquée, l'avoir redondante, plusieurs data centers, tout se passait bien, mais nos clients n'arrivaient plus à y accéder. Bon, là, il n'y a pas de magie. Ce qui nous restait à faire, c'est de réduire ce single point of failure qu'on avait introduit sans vraiment le vouloir, et d'ajouter un autre DNS provider. S'assurer que nos clients, si jamais ils n'arrivaient pas à résoudre le hostname et accéder à la machine en utilisant l'un, pouvaient retenter avec l'autre. On a pu faire ça parce qu'on avait ces Smart API Clients, rappelez-vous, c'est cette petite brique qu'on demande à nos clients d'utiliser pour contacter notre API. Et donc ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait mettre cette logique supplémentaire dans le client pour faire en sorte que vraiment ça soit au sein de la machine de nos clients qu'on puisse faire le retry sur un autre DNS. Pro tip pour les personnes qui voudraient créer une API ou un service hautement disponible, n'utilisez pas un .ai ou un .io qui sont un peu à la mode. Utilisez un .com ou un .net par exemple. Pourquoi ? Si vous regardez un peu comment marche un serveur DNS, il va y avoir quelque part un serveur DNS racine. C'est ce serveur qui va gérer vraiment tous les noms de domaine d'un spécifique TLD. Donc il y a un serveur racine com, net, AI et IO. Bien sûr, ces serveurs sont répliqués. Mais pour AI et pour IO, il n'y a pas beaucoup de réplicas. On avait commencé avec un .io à Algolia, parce qu'en 2012, c'était un peu la tendance des startups. Il faut savoir qu'en France, ça se passait relativement OK, aux États-Unis aussi. En Asie, pour uniquement savoir où était la machine et donc résoudre le hostname, on mettait potentiellement 2 secondes. Donc pour répondre à une recherche, avant même de commencer à discuter avec le serveur qui fallait faire la recherche, il y avait déjà 2 secondes de latence. Donc si vous devez un jour implémenter une API, n'allez pas forcément du côté du .io ou du .ai. Bon, à cette époque-là, on commençait à être sérieux. On avait 2 DNS, on avait 3 machines, on avait une worldwide réplication, on avait cette retry strategy, on avait cette scalabilité horizontale. On était quasiment indestructible. Et on était vraiment persuadé que tout allait enfin être plus facile. Ouais, jusqu'au moment où les 2 data centers sont down. Alors là, forcément, c'est quelque chose qui n'arrive pas ultra souvent, notamment dans les régions dont j'ai mentionné tout à l'heure. Mais croyez-moi, que ce soit en Afrique du Sud ou en Russie, ça nous est arrivé. Donc c'est super important de se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire de mieux que 2 data centers ? Bon, la réponse, elle est facile, on en met plus. Donc c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, il faut savoir qu'à Algolia, on traite avec 12 providers de data centers différents pour s'assurer que dans un maximum de régions, malheureusement on ne peut pas le faire partout, que dans un maximum de régions, on soit capable de fournir à nos clients une infrastructure qui est basée sur 3 providers différents. Et là, le risque que les 3 sont down en même temps est relativement faible. C'est ce qui nous permet de proposer à nos clients un SLA de 5.9. Donc, en moyenne, on leur garantit contractuellement la recherche ne sera pas down plus de 4 secondes par mois. Bon, à cette époque-là, qu'est-ce qui pouvait encore nous arriver, honnêtement? Puis elle est pas mal, la voiture. Hein, commence à être facilement capable de pallier à tous ces problèmes de l'écosystème, pallier les problèmes réseau, pallier les problèmes du hardware, pallier les problèmes software. Ouais, sauf que ce qu'on a réalisé à cette époque-là, c'est qu'il nous manquait quelque chose. On avait des clients qui avaient un déploiement plutôt exotique et qui avaient un très faible nombre de machines qui faisaient les recherches sur notre API.
Malheureusement, ils en faisaient beaucoup. Donc nous, on avait designé une infrastructure avec beaucoup de machines. Mais ces API clients qu'on leur demande d'utiliser, ils veulent avoir une interaction la plus rapide possible avec les serveurs. Et donc, on va garder la connexion HTTP ouverte. Ce qui se passait dans ce genre de cas où c'est unbalanced, où on a beaucoup de machines Algolia et très peu de machines qui font des queries, c'est que malheureusement, en cas de forte load, il n'y avait que certaines des machines qui étaient utilisées. Ce que ça veut dire, c'est que si jamais vous aviez 12 machines Algolia, peut-être qu'il n'y en avait que 3 qui étaient surchargées et 9 qui ne faisaient pas grand-chose. Bon, on a sorti l'artillerie lourde et on a rajouté un load balancer. Donc maintenant, dans ce genre de déploiement compliqué, on a la capacité à rajouter devant toute l'infrastructure Algolia un load balancer qu'on peut éventuellement répliquer. Le but, ce n'était pas d'ajouter un nouveau single point of failure, afin de distribuer la charge au sein de toute l'infrastructure, pour être vraiment agnostique à toute l'infrastructure de nos clients et se dire, faites ce que vous voulez, normalement, on va pouvoir savoir le gérer. Bon, j'ai l'impression qu'on est pas mal. Et c'est à ce moment-là qu'il y a GDPR qui arrive. Et les clients nous disent, alors, l'infrastructure, j'ai bien compris qu'elle a été distribuée, et mes logs, ils vont où mes logs? Est-ce qu'ils restent dans la région que j'ai choisie? Parce que moi, je suis européen et j'aimerais vraiment que mes logs, mes backups, ma functional analytics restent à l'intérieur de ma région. Oups. Effectivement, à partir du moment où on déploie une infrastructure distribuée, à partir du moment où on veut qu'elle soit hautement disponible, potentiellement, il y a tout cet écosystème à côté de cette infrastructure qui doit être soit disponible, soit hautement disponible, soit distribué également, mais il faut y penser. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a permis à nos clients de dire, OK, si vous choisissez une infrastructure en Europe, on peut vous garantir que tout l'écosystème autour de cette infrastructure, la gestion des backups, la gestion des logs, se fait dans la même région. D'ailleurs, on a été forcé de le faire un peu plus rapidement sur certaines features que d'autres, l'une d'entre elles étant les backups. Je vous disais, on a des grosses machines, 800 gigas de disques chacune. Et bien, si vous avez 12 machines à restaurer, pour une raison X ou Y, nos clients perdent la data, le data center a un problème. Si vous avez 12 machines à restaurer en Australie, chacune a 800 gigas de disques, et que vos backups sont hébergés sur votre bucket S3 AWS stocké aux côtes Est des États-Unis, je peux vous dire que vous allez passer un sacré moment à restaurer tout ça. La quantité de données qu'il va falloir transiter sur le réseau est juste incroyable. Et donc on a très vite, pour les backups notamment, créé un système de backup distribué et faire en sorte que les machines d'une région allaient se backuper dans le système de backup de la région, ou pas loin de la région. Bon, là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Mais il reste un seul problème. C'est que même si on a toute cette API distribuée, même si on a cette haute disponibilité, il reste un souci, c'est l'ingénieur, l'humain. Parce que, à moi tout seul, je pourrais faire tomber la prod. Quelle que soit l'infrastructure qu'on a imaginée, quelle que soit la sécurité qu'on a mis en place, quelle que soit la redondance, quelle que soit la distribution, si moi tout seul, j'arrive à faire une bêtise et à faire tomber la prod, j'ai perdu. Et donc ce qu'on a mis en place, et c'est d'ailleurs ce que met en place un certain nombre de certifications, que ce soit les certifications ISO, que ce soit des outils de compliance, des frameworks de compliance comme SOC 2 ou SOC 3, c'est OK, il n'est pas possible de faire quoi que ce soit sans avoir une deuxième paire d'yeux. Et ça paraît bête, c'est des choses avec lesquelles on est habitué quand on est un développeur, notamment sur le code, mais là ça va plus loin. Ce qui se passe à Algolia, c'est que ce soit sur le code, sur l'infrastructure, sur la configuration des machines, l'intégralité ne peut pas être faite sans avoir un autre développeur qui valide via un système que la modification a du sens. L'erreur humaine est tellement facile, et on se rend bien compte, on a parlé de sécurité ce matin, il y a une des approches qui est ultra délicate, c'est l'erreur humaine. Je téléphone au CEO, je tombe sur la réception, pardon, il faut payer une facture, ou j'ai besoin du code d'accès, je suis en galère. Ben, c'est exactement la même chose.
vendredi soir, je pensais faire une petite modif qui ne faisait rien, j'étais un peu fatigué de ma semaine. Ouais, ça nous est arrivé, je vois des... Ouais. Bon, ben là, ce qu'on a dû faire, c'est vraiment s'assurer que, quel que soit ce qu'on faisait, on s'assurait qu'il y avait toujours 2 paires d'œils pour valider. Bon, là, on est pas mal. Et là, je pense qu'on va pouvoir enfin dire qu'on a une API hautement disponible, distribuée mondialement, dans 17 régions, une 50aine de data centers, 2000 machines, tous bare metal, sans utiliser des Amazon ou des Google, avec que du local, des providers locaux. Et là, on peut rouler. Je crois qu'il reste un tour. Merci. Merci Sylvain. Je crois que si vous voulez dissuader des nouveaux entrants de venir vous concurrencer, tu as parfaitement réussi. Et donc, j'ai pas compris la plaisanterie. Le film sort vraiment ou... Ouais. Ok, d'accord. J'avais peur de ne pas avoir compris. Une question de mon côté, une question rapide. Aujourd'hui, pour le coup, si d'autres acteurs européens, hein, je reste moi avec mon côté souverain, veulent entrer dans un marché qui est très numérique, avec pour X autres raisons, de toute façon des problèmes de scalabilité sur l'infrastructure et tout ce que ça veut dire, donc ils n'ont pas passé par Amazon Web Services ou etc. Et s'ils sont vraiment pas concurrents directs d'Algolia, les conseils à leur donner, ça serait quoi pour faire un ramp-up efficace? Il y a quelque chose qu'on a vu à Algolia, et j'espère que vous le voyez également, c'est la compétition va vite. On a besoin d'aller vite. L'écosystème va vite. L'utilisateur a besoin de plus, toujours plus. Il devient impensable de se dire qu'on va tout faire soi-même. Réfléchissez à 2 fois avant de vous dire « je vais réimplémenter cette fonctionnalité » ou « je vais faire moi-même mon API distribué » ou « je vais faire moi-même mon système de backup ». On a ce mojo à Algolia qui est pose-toi la question buy versus build. Et ce qu'on recommande, c'est buy. Il y a plein de personnes qui ont réfléchi au sujet avant vous. N'oubliez pas d'utiliser leur expertise, c'est ça qui va vous faire aller vite. Et aujourd'hui, on peut créer des systèmes et des applications incroyables en combinant des API, Stripe pour la recherche, Twilio pour la communication, X ou Y solutions, et packager tout ça, et ça fait vraiment très rapidement quelque chose de vraiment performant. Donc si j'avais un conseil à donner à tout le monde, c'est oui, vous pensez pouvoir être mieux en contrôle ou plus customisé. La réalité, c'est qu'on a tous les mêmes problèmes, et on a tous les mêmes customisations à faire, et donc il y a vraiment sûrement quelqu'un, quelque part, qui a déjà réfléchi au sujet, et qui peut-être, à raison de quelques centaines d'euros par mois, peut vous permettre d'éviter les galères. Et question hyper rapide, quitte à être désagréable, question fermée, réponds-moi oui ou non. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que sur votre type de parcours, on peut s'éviter de faire une levée de fonds aux États-Unis? Est-ce qu'on peut rester sur une levée de fonds purement européenne pour atteindre votre niveau? Oui, non? Je peux expliquer après? Oui, maintenant oui. Okay. Maintenant oui. Juste pour donner un peu de contexte, Algolia a été créé en France, effectivement, par 2 cofondateurs français, et on a fait notre première levée de fonds en 2012 avec 3 investisseurs européens. Alven Capital en France, Point9 en Allemagne, Index Venture en UK. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est une boîte SaaS qui vend une API tech à des techs. Et donc, ce qu'on nous a conseillé pour les levées de fonds futures, c'est de nous rapprocher quand même de la Silicon Valley, où tout l'écosystème tech y est. On a fait quand même une série A avec Axel UK, donc on est encore resté européen, mais on a déménagé notre headquarter à San Francisco juste après ou en même temps. Et donc on a relevé de l'argent avec Axel US. La dernière, c'était il y a 3-4 semaines, 110 millions de dollars. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de fonds et de volonté d'investir en Europe avec des fonds européens ou même des fonds qui se relocalisent en Europe. Donc je pense que oui, c'est totalement possible aujourd'hui de rester en Europe.
C'est beaucoup de relocalisation de fonds US en Europe. Okay. On peut allumer la salle. On va être super sur le timing parce que moi, je vais devoir vous quitter avant 15h. Je suis sur une autre session juste après. Si on peut allumer la salle, on va prendre quelques questions. Sylvain, avant que les questions se déclenchent, tu m'as dit que sur le programme, tu ne serais disponible pas l'heure qui était prévue. Ouais, je devais être en salon des conférenciers à 16h. En fait, je vous propose de m'y retrouver juste après cette présentation. Comme ça, moi aussi, je peux partir un peu plus tôt. J'ai eu un petit contretemps personnel à gérer ce soir. OK. Question pour Sylvain. Yes? No? Yes? Tout en haut? Il va falloir courir, là, c'est pas sympa. En attendant, je peux peut-être réexpliquer à la salle ce que je te disais tout à l'heure, Philippe. Je ne sais pas si vous êtes dans ce cas-là, mais moi, ça m'arrive tous les matins. Je me lève, je regarde mon téléphone, je demande à Alexa d'allumer les lumières. Je vais au boulot, j'utilise éventuellement Google News. Je rentre le soir, je suis dans mon lit, j'allume Netflix. Il y a une raison pour laquelle c'est que ces quelques players qui arrivent à fournir l'expérience qui nous paraît la plus agréable aujourd'hui. Et quand on parlait de GAFA tout à l'heure, quand on parle de FANG, il n'y a pas de magie. Pour être capable d'offrir ce genre d'expérience utilisateur, il y a un investissement massif. La recherche de Amazon.com, c'est 500 ingénieurs. Il n'y a pas un site e-commerce au monde, à part Amazon, qui est capable d'employer 500 ingénieurs sur la recherche. Et donc, ce qu'on essaie de faire à Algolia, c'est de permettre à tout autre business qui ne sont pas ces GAFA ou ces FANG de dire « OK, on a vraiment une solution pour vous aider à rivaliser avec cette barre qui continue d'augmenter. » Et de fournir à vos utilisateurs une expérience de recherche qui est digne de ce que ces mastodontes peuvent faire. Une question, après vous attrapez Sylvain plus tard en off. Bonjour. Ma question, c'est que représente du coup maintenant aujourd'hui le coût de l'infrastructure parce que ça patch en fait et ça a l'air d'avoir explosé quoi. Oui, oui, c'est des millions de dollars tous les ans. Après, tout est une question de business model et de grosse margin. On est capable aujourd'hui, parce qu'on gère très finement le hardware, étant donné qu'on achète des machines physiques, le software, et on est même allé jusqu'à un peu gratter de la partie network, on gère vraiment toutes ces stacks. Et donc, on a pu aussi designer un pricing qui est à la fois totalement abordable pour toutes les sociétés, que ce soit des petites, des moyennes ou des grandes sociétés, en fonction de leurs besoins, et toujours est-il avoir un business model qui est rentable, parce que l'idée, c'est quand même d'être profitable un jour. Et vous allez passer à 4 data centers un jour, si les 3 tombent? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a jusqu'à 3 data centers sur le cluster principal, mais après, avec cette réplication worldwide, on pourrait imaginer, dans d'autres régions, avoir finalement jusqu'à 12 data centers ou providers de data centers différents. Mais dans une même région, bon, ça commence à être très compliqué de gérer 3 par région, je pense qu'on va s'arrêter là.